Bonjour, donc bienvenue au Polyèdre. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours et ce qui vous a amené à vous présenter par rapport au baby-foot mixte? Voilà. D'accord. Eh bien, bonjour, je suis Nicolas Barre. Alors, j'ai joué au football longtemps. Je suis 8 fois championne de France. J'ai joué 10 ans en équipe de France. J'ai été meilleure buteuse championne de France. Et je dis toujours dans mes conférences, personne ne me connaît. Et ça montre un peu déjà l'invisibilité des femmes dans beaucoup de domaines, mais en l'occurrence dans le champ du sport. Visibilité, reconnaissance, accessibilité, autant de choses on pourra peut-être approfondir tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est une réalité et qui est toujours vraie. Voilà. Les femmes, en général, sont moins visibles que les hommes. Et alors, dans le sport, c'est encore pire que dans les autres domaines. J'ai aussi des diplômes d'entraîneur. Je suis diplômée par la Fédération française de football. J'ai eu mon diplôme en même temps que Didier Deschamps. Mais là, pareil, vous pouvez vous rendre compte que je n'ai pas le même destin que lui, bien que nous ayons un parcours sportif similaire, même si de mon côté, je ne pouvais pas être championne du monde, puisqu'à mon époque, ça n'existait pas, la Coupe du monde de foot féminin. Et quand j'ai commencé à jouer au football, il n'existait même pas le championnat de France. Voilà. Donc j'ai découvert au fil de mon parcours toutes ces arrivées de compétition, les équipes nationales, la Coupe du monde, les Jeux olympiques, autant de rêves que j'aurais voulu embrasser, mais que malheureusement je ne pouvais même pas caresser, puisqu'il n'existait pas. Voilà, ce n'était pas possible pour une fille d'être championne du monde en football. Alors j'ai arrêté ma carrière dans les années 98-2000 à peu près, et j'ai créé une association qui s'appelle Liberté aux joueuses, qui fait que je suis là aujourd'hui à Bazas avec... aux côtés de Catherine Cabrol, avec ce baby-foot mixte. J'ai créé cette association qui s'appelle Liberté aux joueuses à la suite d'une affaire de discrimination active dans un club de football. Les dirigeants du club ont décidé, parce que leur ambition c'était de faire monter les garçons, ont décidé d'exclure toutes les équipes féminines du club qui étaient là depuis 18 ans, qui jouaient à un niveau supérieur que celui des garçons, et qui coûtaient zéro, alors que les garçons, eux, touchaient des primes de match et avaient tous les équipements sportifs nécessaires et à leur pratique, les filles n'avaient rien. Donc ils ont fait un choix, ils ont dit c'est les garçons qui nous intéressent et pas les filles, alors que les filles pouvaient monter au niveau national. Et les garçons, eux, pouvaient monter un seul petit niveau de plus au niveau régional. Et à la suite de cette décision, comme les filles ont revendiqué, ont voulu se battre pour avoir cette autorisation dans le club de jouer, et d'être soutenues par l'équipe dirigeante et la municipalité, ça s'est terminé par un conflit violent parce que ils ont décidé d'interdire aux filles l'accès au club, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait une assemblée générale et puis ils ont dit qu'il fallait voter pour le maintien des équipes féminines dans le club ou pas. Et les gens ont voté comme quoi il fallait les exclure. Donc du jour au lendemain, de 8h30 à minuit, dans une seule et même soirée, nous étions interdites de stade, interdites de club. On nous mettait à la porte, nous les grandes, mais aussi les petites, et c'est pour elles que j'ai voulu me battre. On est parti sans ballon, sans maillot, sans rien, et il a fallu chercher une commune d'accueil. Pour pouvoir continuer à jouer au football, il fallait qu'une autre commune nous accueille. Et donc on a trouvé une commune à proximité. Mais moi, ça m'a vraiment mise en colère, quoi. C'était en 1996, 97, 98. Et en 98, année où la France entière va se soulever dans une vague de bonheur extrême, parce qu'avec les garçons, nous devenons champions du monde. Et moi, ça m'a fait pleurer. Voilà, c'était pour nous un événement extraordinaire. Mais dans le même temps, je pleurais pour une autre raison. C'est que tout le monde était viré du club de foot chez les filles. Vous voyez, deux mondes en parallèle. Une Coupe du Monde qui soulève la France entière et qui nous rend heureux et heureuses. Et dans le même temps, des petites filles qui ont dit non mais toi, là dans ce club tu viens plus, et puis tu joues plus au football ici, et si tu veux jouer au football tu vas ailleurs. Et là je me suis vraiment mise en colère. Et de cette colère, il y a eu deux grandes étapes pour voir ce qui en est sorti. La première chose, c'est que je voulais que ce soit sanctionné. Parce que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un beau pays où il y a des lois, et il n'y a pas de raison que des individus qui par leur culture, leur éducation, leur parcours,
qui sont imprégnés de stéréotypes décident comme ça qu'une personne est acceptée dans un club et pas l'autre, avec des a priori et des idées préconçues. Donc je voulais que ce soit sanctionné. Et c'est la première fois que des femmes ont porté plainte en France contre une discrimination active dans un club de football et a priori dans le sport. On a mis 5 ans. 5 ans pour gagner ce procès. C'est une jurisprudence française et européenne. Jamais personne avant nous ne l'avait fait. Parce que les femmes ont trop tendance à se taire, à accepter, à toujours bien se comporter. Mais parfois, j'ai envie de dire que la colère est bonne conseillère, contrairement à ce qui est dit dans le proverbe, et que parfois, il faut savoir se mettre en colère pour les choses essentielles, les choses importantes. Et personne n'a le droit de dire à un enfant, fille ou garçon, tu dois faire ça, tu peux faire ça, ou tu ne peux pas faire ça. Voilà, l'enfant a le droit de choisir et de pouvoir exprimer tous ses potentiels et tous ses talents. Donc ce procès, on l'a gagné. Et dans le même temps, j'ai commencé à mettre en place un projet qui s'appelle Passe la balle, grâce à la commune de Bagneux, où nous étions finalement accueillis, après avoir été exclus du Plessis-Robinson. C'est dans les Hauts-de-Seine, en Ile-de-France. Et dans cette commune, j'ai eu envie de me dire, mais si nous en sommes arrivés là, c'est que autant le président du club que les dirigeants étaient imprégnés de stéréotypes. Et que moi qui avais cru qu'ils étaient méchants, en fait, que c'était des machos et qu'ils n'avaient qu'une envie, c'était de nous faire de la peine et de nous faire du mal, en fait, au procès, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça du tout. Ils étaient convaincus qu'ils n'avaient rien fait de mal. Parce que dans leur culture, dans leur éducation, dans leur parcours, dans ce qui leur a été transmis et par leur famille, et par leurs parents, et par la société, il y a une différence de traitement entre les filles et les garçons, et que tout ça, c'est normal pour eux. Et donc je me suis dit, pour éradiquer ça, il faut aller chez les tout-petits, dès le plus jeune âge, pour leur donner la possibilité de se rendre compte que ces barrières-là, elles doivent sauter, et que finalement, ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent faire, qu'il n'y a pas de limite à leur potentiel, qu'il n'y a pas de limite à leur univers, et qu'ils doivent pouvoir aller picorer, goûter, et à la fin choisir eux, et dire, moi je vais faire du foot, moi je vais être danseur, moi je vais être journaliste, moi je veux être avocat. Voilà, que ce soit eux qui fassent des choix, et pas nous qui attendions d'eux qu'ils fassent des choix, et qui faisons tout pour les amener à faire ce choix qui est le nôtre, et qui n'est pas le leur. Donc j'ai fait ce projet qui s'appelle Passe la balle, dans un contexte éducatif, dans un CLAE, dans les petites écoles. On a commencé d'abord par former les enseignants et tous les adultes autour de l'enfant. C'est nous qui transmettons les stéréotypes. Un enfant ne naît pas avec les stéréotypes. Il les acquiert au fil du temps, de façon très légère, mais tellement multiple, que ça devient la réalité. Donc, c'est nous les adultes qui sommes imprégnés de ça et qui n'en avons pas conscience. Donc l'idée pour moi, c'était d'abord de dire, amenons les adultes à regarder cette réalité, sans être coupables, sans se sentir méchants ou accusés, juste être conscients que nous sommes, nous, les reproducteurs de cette représentation stéréotypée et de ces croyances, et que c'est nous qui les transmettons. Donc si nous, on en a conscience, et si nous, on décide que c'est pas bon, et qu'on veut arrêter, on va freiner, et on va peut-être interrompre le processus de la reproduction. Ça fait des siècles que ça dure. Ça fait des siècles qu'on n'arrive pas à arrêter ce phénomène de différenciation sur les genres qui me gêne quand elle crée du handicap. Voilà, qu'on soit une fille ou un garçon, pour moi, on doit pouvoir être libre de soi, libre de ses choix. Et du coup, la première étape, c'était la formation des enseignants et des ATSEM, c'est-à-dire les dames qui sont là, ce sont souvent des femmes, je suis désolée, c'est comme ça dans les mondes scolaires, qui sont là pour leur donner le repas du midi, pour leur faire dodo, pour leur faire la sieste et tout ça. Ben, ces dames-là aussi, elles sont importantes, ce sont bien et bien des adultes qui interviennent dans l'éducation de l'enfant globalement. Et du coup, une fois que cette étape-là a été franchie, nous mettions en place des séances avec une personne référente dans la structure. Et dans cette séance, il y avait 3 temps. Un premier temps, c'était de faire jouer les enfants, courir les enfants partout dans des grands espaces sur la base de jeux éducatifs. Et ce n'était pas que du foot. Pour montrer la différence de motricité dès l'âge de 3 ans, 4 ans, entre une petite fille et un petit garçon. Que tous les adultes qui étaient là puissent s'en rendre compte. Et puis pour donner aux petites filles la possibilité de courir partout, et aux petits garçons la possibilité de se rendre compte que les petites filles aussi peuvent courir partout. Et donc du coup apprendre à partager l'espace entre eux. Alors pourquoi des 3-4 ans? Parce qu'ils sont tendres, parce qu'ils sont encore capables d'être malléables, parce qu'on peut encore leur faire passer des belles choses. Voilà. Donc première étape, jouer. Jouer mais courir surtout. Deuxième étape, verbaliser.
Je pense que les enfants qui parlent, qui mettent des mots sur des situations et à qui on peut faire mettre d'autres mots que ceux qu'ils avaient au départ, prennent conscience aussi qu'il y a beaucoup plus de liberté et qu'ils ont beaucoup plus de choix à condition qu'ils aient envie de les exprimer. Je prends un seul exemple, un tableau avec 3 colonnes pour les métiers, métiers pour les filles, métiers pour les garçons, et au milieu une colonne pour les deux. Et on leur fait passer des images avec des métiers dessus, et puis on les met en binôme. Et en binôme, ils discutent. Un petit garçon, une petite fille, binôme mixte, bien sûr. Ils discutent, et puis ils restituent ensuite au groupe les choix qu'ils ont faits. Est-ce que c'est un métier de fille ou un métier de garçon? Nous acceptons leur restitution comme elle est. On affiche avec des scratchs, en fonction de l'image, on a scratch du côté fille, du côté garçon. Et ensuite, on engage un dialogue avec eux. Et on leur dit, et est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, une femme qui peint? Ah oui, oui, on en a vu. Ah, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être aussi une femme qui est peintre. Ah oui, ça pourrait être aussi une femme. Vous êtes d'accord pour qu'on mette l'image au milieu et on met pour les deux? Oui, oui, on est d'accord. Voilà, et ça pour toutes les images. Et on les amène avec eux, en discutant avec eux, on leur propose une autre vision des choses, une ouverture d'esprit, et on leur propose de prendre une décision qui est de dire, mais finalement c'est pour les deux. Et je reste convaincue que tous ces éléments-là qu'ils vont avoir traversés, ça restera d'une manière ou d'une autre dans leur parcours, même s'ils sont tout petits et qu'ils vont encore après avoir à subir des représentations stéréotypées. Donc c'était la verbalisation. Le dernier temps, je voulais cumuler la notion d'espace, mais dans 3 dimensions différentes. On mettait une fresque au mur, et je leur demandais d'aller dessiner ce qu'on avait vécu ensemble aujourd'hui dans la séance, ou autre chose, parce qu'à 4 ans, on ne peut pas trop les obliger. Des fois, ils partent un peu en liberté de ce côté-là. Et j'ai mis cette fresque de façon à ce qu'elle ne soit pas trop grande aussi. Donc j'avais 12 à 16 enfants. Et j'aurais pu leur donner une feuille à chacun, un crayon à chacun, une place à table, et puis ils auraient pu dessiner tranquillement. Ce n'est pas ça que je voulais voir. Je voulais voir s'ils allaient facilement de l'endroit où nous étions à la fresque. Il n'y a jamais eu à pousser un petit garçon pour aller à la fresque. Il a fallu pousser des petites filles. Parce qu'elles attendent. Elles sont tellement sages, tellement appliquées, tellement polies, qu'elles attendent que vous ayez terminé, puis qu'elles attendent que vous disiez « allez-y ». Les garçons, ils n'attendent pas. Ils y vont. La deuxième chose, c'est que je voulais voir comment se comportaient les petites filles à la fresque, quand elles y arrivaient, pour prendre leur place. Quand je dis les petites filles, j'observais aussi bien sûr les petits garçons, mais je savais déjà ce qu'allaient faire les petits garçons. Et donc les garçons prennent leur place, ils dessinent, ils font des grands dessins, et les petites filles font des tout petits dessins. Mais avant même d'arriver à faire le dessin, il y en a certaines, il fallait qu'on les aide à prendre leur place pour aller dessiner. Elles arrivent à la fresque, elles attendent. Elles attendent qu'on leur fasse une place. Tellement elles sont gentilles et bien élevées. Elles ne prennent pas leur place. Une fille ne pousse pas avec les coudes. Elle ne va pas pousser pour prendre sa place, alors qu'un garçon va le faire. Un garçon qui part faire pipi, qui arrive en retard pour aller faire son dessin à la fresque, lui, il ne va pas se poser de questions. Il va aller à la fresque, il va prendre sa place, et il va faire un dessin. Et il va prendre un dessin qui va être assez grand, et pas un tout petit dessin, comme le font les filles. Voilà, c'était les 3 étapes de mon projet. Et ensuite, je me suis mise à être sollicitée pour raconter comment moi j'avais pensé à un outil pratique de terrain, pas intellectuel, vous voyez, je ne suis pas une théoricienne du genre, je n'ai pas écrit de livre et je n'ai pas fait d'études là-dessus. Je suis juste une sportive qui a voulu opérationnaliser des choses que je ressentais et démontrer à quel point la motricité, le sport, le corps, l'espace était essentiel à la construction de la personnalité, tout autant que d'apprendre à un enfant à lire, compter, la géographie, l'histoire et tout le reste. C'est essentiel et c'est premier, et c'est d'ailleurs ce que commence à faire le bébé. Quand il arrive à prendre un peu d'autonomie, il veut marcher, il veut partir en liberté. Donc ça a été ma démarche, et je voulais démontrer ça, et ce projet-là le démontrait. Et la dernière chose que je voudrais échanger et dire, c'est que, en racontant, du coup, le projet que j'avais mis en place, pourquoi je l'avais mis en place, eh bien, finalement, je me suis retrouvée dans des lieux d'expression, entre guillemets de pouvoir. Je me suis retrouvée à intervenir au Conseil de l'Europe. J'ai été auditionnée par une commission au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je me suis retrouvée à travailler avec des ministres, à porter des projets nationaux, comme les investissements de l'égalité, pour tenter de faire un projet comme le mien, mais à la dimension de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, je suis membre du CSA, pour justement travailler dans le cadre du groupe de travail sur l'observatoire l'égalité filles-garçons, femmes-hommes dans la société. Et dans la situation qui est la mienne aujourd'hui,
j'ai été sollicitée par un club qui s'appelle le Club Femmes Ici Ailleurs, que je vous montre là. Voilà. Et dans ce magazine-là, pourquoi j'y suis et pourquoi je suis dans ce club? Parce que c'est un lieu qui dit ce que sont et ce que font les femmes partout dans le monde, ici et ailleurs. Ça peut être à Bazas, mais ça peut être à l'autre bout du monde. Mais je vous ai dit dès le départ de mon intervention que j'étais une femme invisible. J'étais une de ces invisibles, je suis toujours d'ailleurs, et que grâce à ce magazine et grâce à ce club, on donne à voir plein de femmes, des héroïnes du quotidien, comme on dit, qui font des choses simples ou extraordinaires, mais en tout cas, au moins, il y a un endroit où on les voit, il y a un endroit où on les entend, parce qu'on fait des conférences, et qu'il nous faut tous et toutes, hommes et femmes, s'impliquer dans le développement d'un club comme celui-là, parce qu'il est sans publicité, donc il y a une totale liberté de vue, et personne ne viendra dire au rédacteur en chef, il faut que tu parles de ça ou que tu parles de ça. Et il y a des magnifiques photos. Voilà, c'est ma conquête du moment, c'est mon envie du moment, puisque avec la pandémie, malheureusement, on est coincé sur les événements et on ne fait plus de conférences, donc je rencontre peu de gens. Je suis heureuse de pouvoir développer et contribuer au développement du club Femmes Ici Ailleurs.